Şimdi aramızda Belçika İslam Federasyonu Başkan Yardımcısı Madam Sumaya Hayır konuşmasından dolayı buraya davet etmek istiyoruz. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous la vice-présidente de l'exécutif musulman, Madame Sumaya Isabel Pray. Alkışlarınızla. Assalamu alaikum. Mes salutations à toutes et à tous. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs de cette initiative parce que je la trouve vraiment super importante et je suis très touchée et honorée qu'on ait pensé à m'inviter. Je tiens en tout cas à féliciter toutes les personnes ici présentes et à les remercier aussi pour leur présence parce que je pense que le succès de cette activité ne prend du sens que si vous êtes tous présents. Et donc, mes félicitations à tous et je me permettrai donc d'introduire mon intervention par des salawats. Je me permettrai peut-être encore juste une petite parenthèse. En tout cas, je vous remercie d'avoir rappelé ma présence ici, Monsieur Emir Kir. Je me permets quand même de signaler mon étonnement pour qu'un élu politique ne soit pas vraiment au courant de l'actualité et puisse en parler. Mais je pense que de toute façon, vice-présidente ou pas vice-présidente, je pense que c'est pas ça qui est important. Personnellement, je confirme pour ceux qui se posent la question, je le suis toujours et le ministre prolonge le mandat d'une partie de l'exécutif. Mais ce n'est pas le but de ma présence, parce que personnellement, je suis présente ici aujourd'hui pour mettre à l'honneur Fatima Zahra en particulier et toutes les femmes en général. Elle entreprend ensuite d'expliquer le sens réel et divin des préceptes islamiques, la foi en l'unicité comme remède de la purification, la prière comme moyen pour écarter de vous l'arrogance et comme preuve de votre humilité, l'aumône légale, à zakat, comme moyen de purification de l'âme et d'accroissement des ressources, le jeûne comme moyen d'édification de la religion, la justice comme moyen pour unir les cœurs dans l'harmonie de l'agir et du vivre ensemble, la recommandation du bien, la patience, le dévouement et le respect des parents. Ça c'est particulier, je me rends compte que finalement il faut peut-être que je parle plus bas pour qu'on puisse m'écouter. Alors je ne sais pas, je vais peut-être essayer, je vais voir. L'approfondissement de la vie politique de Fatima laisse percevoir clairement ses acquis islamiques, philosophiques, théologiques et leur étendue sans prétendre à un quelconque culte de la personnalité, mais afin de prendre conscience de la dimension de sa personnalité féminine, soutenue par l'islam pur, libérateur de la condition de la femme. Au niveau de l'aspect politique, dans son rôle fidèle aux directives coraniques ainsi qu'à l'enseignement prophétique, elle va ainsi couvrir toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Historiquement, la démarche de remise en cause de la part d'une femme n'est pas courante, alors qu'elle va instaurer clairement la nouveauté islamique du droit et des devoirs sociopolitiques de la femme au sein de la société islamique, incluant son droit de vote. D'une extrême lucidité, éveillée par son père aux tracasseries de l'adversité, Fatima Zahra, paix sur elle, percevait globalement la dérive du pouvoir politique et les conséquences fâcheuses qui en découlent. L'islamisation de la vie, la rupture avec le passé et l'ignorance avait eu pour effet de conférer à l'individu la responsabilité de la vie politique alors qu'il était encore à peine éveillé à sa réalité religieuse et sociale. C'est en cela que la personnalité féminine de Fatima Zahra devait intervenir sur la scène politique du pouvoir. L'esprit du clan et de la tribu cloisonnait encore les gens à la gestion tribale de leur vie, les rendant imperméables à ce qui devait leur permettre d'ouvrir les frontières de l'esprit clanique à la mondialisation de la pensée, la civilisation islamique authentique. Elle était consciente de la difficulté de certains secteurs à principe coutumier pré-islamique à s'ouvrir à la modernité des valeurs théologiques, politiques, économiques, juridiques, sociologiques, islamiques. Les orientations politiques de certains étaient encore sous l'influence d'anciennes rivalités claniques. Les anciens modes de pensée prédominaient dans la gestion de leur orientation politique. Pour qu'apparaisse au monde la civilisation islamique authentique, la culture universelle qui ouvre à l'humanité les espaces de la mondialisation de la pensée, par laquelle s'abolissait l'ignorance et l'esclavage, on peut reprendre pour exemple la libération de Bilal. C'est un esclave donc noir qui a été connu par tous, parce que son appel à la prière transcende l'histoire des musulmans. Et par cet acte de libération, on voyait clairement que
Au niveau de l'aspect juridique, à l'époque, donc comme je vous ai dit, le statut de la femme était déshumanisé. Elle était confinée dans les seuls attributs de plaisir et d'esclavage que lui imposaient les hommes comme au temps du totalitarisme masculin des Césars et Pharaons. La civilisation islamique authentique participe alors très fortement à la libération de la femme objet, que la femme va acquérir au sein de la société pour une autorité plus grande par le modèle de l'engagement que sera la fille du prophète Mohammed, paix sur elle. Elle intervient sur la scène politique et juridique au moment de l'éveil à l'humanisation, l'éducation, l'enseignement, la libération de la pensée humaine, la mise en place de la Convention islamique des droits et des devoirs, l'application de l'éthique et de la justice dans le contrat islamique pour préserver du retour sur la scène publique de l'incompétence et l'ignorance. La société musulmane qui débute avec son Père a pour but d'accorder considération aux individus, créatures de Dieu, qui permettra ainsi à l'être humain de découvrir la source de sa liberté et de sa dignité. L'accès à l'éducation spirituelle, intellectuelle et culturelle de la femme va croître sur le même plan que celui de l'homme. Même si certains musulmans persistent à lui contester ses droits, cela ne signifiera jamais que l'islam ne les reconnaît pas. Et donc elle va développer aussi tous des arguments qui mettront en évidence des droits pour deux individualités distinctes. Parce qu'elle met en évidence que la femme est égale en droit, mais que chaque femme mérite d'être respectée dans sa féminité, sans avoir besoin de perdre sa spécificité et de devenir dans un monde masculin identique aux hommes. Selon le concept coranique, si la personnalité féminine devait se fondre et disparaître dans la personnalité masculine, il en résulterait une imposition à l'être femme, une condamnation des distinctions entre féminin et masculin. Elle souligne aussi les droits de la femme et sa capacité juridique. Depuis 14 siècles, la femme peut être autogestionnaire de ses biens, peut rester en justice comme quiconque, et on n'est plus obligé de penser la femme en fonction du rapport des genres. Elle peut s'engager dans les questions politiques, et la vision sexiste des hommes en général à travers les civilisations qui a imposé un aspect restrictif à sa capacité juridique. Je rappellerai pour exemple qu'il y a peu, les femmes ici en Europe étaient encore mises sous tutelle des hommes. Je suis tombée sur le carnet de mariage de ma grand-mère qui date de 1940, où pour investir, gérer ses biens, elle devait demander l'autorisation à son mari. Pour tout acte dans la vie, elle était soumise à son autorisation. Pour pouvoir introduire des plaintes en justice, elle devait dépendre de lui. Et je pense qu'il est important de rappeler cet événement de l'histoire qui est encore proche de nous dans les sociétés européennes, alors qu'il y a 14 siècles, tous ces droits étaient clairement consentis à la femme. Au niveau de l'aspect sociologique, en son temps, donc, sa capacité à tenir un discours cohérent, raisonné et réflexif sur la notion et les principes du droit musulman ne constituait aucune difficulté pour Fatima, grâce à la connaissance que son père lui avait transmise. Alors que les mouvements de libération de la femme pour l'égalité des genres, ici, ont mis l'accent sur la similarité en oubliant sa spécificité féminine, ouvrant la porte à l'exploitation de la femme au nom de la liberté et de l'égalité, sans pour autant négliger les réels acquis des luttes de femmes dans notre société. L'avidité industrielle, exploitant son potentiel économique, objectisant son corps à des fins commerciales, la discrimination dans les salaires, la double contrainte, où elle doit gérer le boulot à l'extérieur et gérer en plus les tâches domestiques sans qu'il y en ait aucune reconnaissance. La situation du plafond de verre, où à l'heure actuelle, les femmes ne peuvent pas encore accéder au même lieu de pouvoir que les hommes. La discrimination de salaire font que les études actuellement mettent en évidence que pour un même boulot, une femme doit travailler un mois en plus par année pour toucher le même salaire. Tous ces éléments sont des exemples d'actualité qui nous montrent encore que le respect de la femme n'est pas encore au point aujourd'hui. L'univers traditionnel des femmes à l'époque de Fatima Zahra était cantonné au foyer, à la maternité, selon le désidérata masculin. La révélation au monde de la personnalité féminine représentée par Fatima Zahra n'hésitera pas à prendre pour point de départ son entrée de femme dans la société jusqu'alors exclusivement masculine. C'est ainsi qu'elle impulsera un nouveau modèle d'implication de la femme dans la société, prenant en compte la spécificité féminine. Pour en arriver à la fin de mon intervention, donc mes conclusions sur la contextualisation de son modèle libérateur et émancipateur dans la société contemporaine. Elle était elle-même un imam, c'est-à-dire un guide, un modèle exemplaire pour la femme. Elle s'élabora et s'épanouit librement, construisit son propre modèle d'émancipation en s'inspirant de sa foi musulmane et de sa connaissance,
réfutant le modèle du carcan archaïque et coutumier ambiant. Elle était un recours et une preuve pour toutes les femmes qui voulaient décider d'être elles-mêmes et se libérer de tout modèle normatif. Ne concevez pas dans mes propos une invitation spécialement à devenir musulmane, mais une revendication du droit de Fatima Zahra à être un emblème universel et intemporel pour toutes les femmes de tous les mondes. Et j'en arriverai à conclure finalement par une réflexion sur Fatima Zahra qui a été écrite par Ali Shariati, qui est un penseur iranien et une grande figure intellectuelle de l'islam, réformiste contemporain de 1933 à 1978. Et donc il commence de la sorte. J'ai voulu dire, Fatima était la fille de la grande Khadija, mais j'ai trouvé que ce n'était pas Fatima. J'ai voulu dire que Fatima était la fille de Mohammed, mais j'ai trouvé que ce n'était pas Fatima. J'ai voulu dire que Fatima était la femme de Ali, mais ce n'était pas Fatima. J'ai voulu dire que Fatima était la mère de Hassan et de Hussein, mais ce n'était pas Fatima. J'ai voulu dire que Fatima était la mère de Zaynab, mais j'ai trouvé que ce n'était pas Fatima. Non, tout cela est Fatima, mais ce n'est pas tout Fatima. Fatima est Fatima. Je vous remercie. Bu değerli konuşmasından dolayı Madam Isabel'e teşekkür ederiz ve Buket Dorbar kardeşimizi kendisine hediyesini takdim etmesi için buraya davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Alkışlarınızı alıyoruz. Je serai très brève, mais je tiens à vous remercier parce que je pense qu'au nom de la journée de la femme, et de la femme musulmane en particulier, mais de toutes les femmes, je pense, à l'occasion de la naissance de Fatima Zahra, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir, parce que je pense que le savoir et la connaissance, c'est la chose qui est la meilleure et la plus utile pour pouvoir se construire et s'émanciper. Je vous remercie vraiment.